Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux Diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagne lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Bernard, un ultra-diagonaliste qui partagera son expérience. Bonjour Bernard, merci de participer à ce podcast. Dans un premier temps, peux-tu te présenter? Merci Marc de m'inviter à cette session sonore qui est très moderne et qui va plaire à beaucoup de gens, j'imagine. Donc je suis Bernard Loisel, j'habite dans le sud de la France et effectivement je fais des diagonales depuis une trentaine d'années, on pourra dire. Voilà. Bon, pour les chiffres, puisqu'il y a des comptables, j'ai 22 diagonales, 3 euros diagonale. Et puis autour de ça, bien évidemment, j'ai aussi des réalisations sportives hein, comme Paris-Brest, Paris, des flèches, des choses comme ça euh, qui gravitent autour. Hein. Et puis un petit peu de course à pied. Mais c'est pas le lieu peut-être pour en parler. Voilà. Un sportif complet. Comment as-tu connu les diagonales et quelle était ta première diagonale? Alors moi, j'ai connu les diagonales de façon assez rigolote sur invitation. Hein. J'ai été invité. Euh, VIP sur une diagonale. C'était la première diagonale de personnes qui sont devenues des personnages un petit peu de l'amicale d'ailleurs, en 1992, puisqu'il y avait Jean-Pierre Ratabouille du sud de la France, il y avait à l'époque Victor Ciezo, Luc Lopez, Bernard Gourier notamment. Et donc on a fait une diagonale à 5, c'était la première, pour tout le monde. Et voilà, donc ils ont récidivé ou pas. Hein. Il y en a certains qui sont devenus férus de diagonale et d'autres qui ont disparu totalement de la circulation. Voilà, et ça a été un choc émotionnel pour diverses raisons, mais il nous faudrait des heures pour en parler. Mais c'était la première pour les 5 participants. Ouais, pour les 5. Donc c'était voilà. Alors c'est pas forcément la meilleure formule. Hein. On est d'accord? Voilà, 5 participants, déjà un nombre impair. Hein. Le nombre impair, on sait bien que c'est pas très bon en diagonale un nombre impair. Voilà. Tu as dit que c'était chargé émotionnellement, mais quand même, tu t'en souviens bien de cette première diagonale? Oui, je me souviens très très bien, très très bien. Bon, ça a été une diagonale un peu compliquée au niveau météorologique et au niveau de la gestion de la cohésion du groupe. Parce que pour une diagonale, je pense qu'il faut, quand il y a une diagonale, il faut qu'il y ait un chef, un petit peu, quelqu'un qui donne le rythme. Voilà, il faut pas forcément que ce soit le plus faible physiquement aussi. Donc voilà, donc on peut avoir à gérer après des choses particulières. Tu me rappelles laquelle c'était comme diagonale? Dunkerque-Perpignan, voilà. Dunkerque-Perpignan. C'est pas la plus D'accord. simple, hein, c'est pas la plus simple, c'est une des plus jolies, une des plus difficiles aussi, je Parce que pense, tu as le sur le site. massif central. Ouais, il y a le massif central, elle est longue, et puis dans la gestion du délai aussi, elle est très particulière. D'accord. Voilà, mais elle est magnifique, hein, elle est Tu, magnifique. tu en as fait 22 après des diagonales. Quel plaisir tu as trouvé pour continuer à chaque fois ces 22 diagonales? Mais je les ai pas empilés comme certains, hein. Moi, je prends mon temps. Si on regarde bien, on fait un peu d'arithmétique. Bon, sur une trentaine d'années, 22, c'est une par an. Hein. D'ailleurs, je disais à l'époque, pour provoquer, on devrait faire une diagonale par an et par cyclo, mais pas plus. Voilà. Hein, par respect pour la diagonale, hein, bien évidemment. Et voilà, il faut pas, voilà, pas être trop dans la récidive. Bon, après, je me suis prêté au jeu, comme certains, de faire des enchaînements et des choses comme ça. Voilà. Hein. Mais voilà, j'en ai pas fait tant que ça finalement. Hein. Voilà. C'est, j'ai démarré jeune. Tu avais quel âge à ta première diagonale? Non, là, c'est pas si jeune hein, finalement, parce que mais bon, on peut dire que c'est jeune si on regarde la pyramide des âges des diagonalistes. Hein. Ça, fatalement, c'était en 92, donc j'avais 30 ans, hein, c'est ça? Ouais. Ah, c'est jeune. J'avais 30 ans, donc c'est jeune, oui, c'est jeune finalement. Je le réalise pas, mais j'avais l'impression d'être déjà vieux dans le monde sportif, parce que j'avais déjà réalisé d'autres choses, et voilà, j'y suis venu assez tard. Voilà. 22 diagonales, dont la première à 5, dont 22, donc 14
Seul, tu préfères quoi? Seul ou à plusieurs? C'est quoi le mieux en Ah ouais, fait? voilà. Bon, moi j'ai un rapport particulier avec les diagonales, donc c'est une expérience, j'allais dire presque intime, où je me retrouve moi-même face à moi-même et pour moi-même, et je roule pas pour les autres et la notion de partage telle qu'on la décline aujourd'hui m'intéresse pas forcément quoi. Donc c'est vraiment là où je suis le plus performant. Et je suis un petit peu obligé d'utiliser cette formule, la formule de la solitude, parce que je fais que du bivouac quasiment. Donc là, il n'y a pas beaucoup de candidats, hein, voilà. Donc là, les candidats, bah, il n'y en a pas énormément. Voilà, le bivouac. Ouais. Donc on va préciser que toi, tu fais une diagonale qui est quand même une épreuve assez difficile. Tu passes pas des nuits en prenant une douche et en dormant à l'hôtel. Tu dors dehors. Voilà, ben, vraiment le bonus, hein, le bivouac, c'est la réussite absolue. C'est un bonus, c'est comme si on rallongeait le délai en fait, parce que dans la gestion, alors là, c'est la liberté totale. Bon, il est normal que le soir, on soit toujours un petit peu en retard, j'allais dire, sur ces feuilles de route. Mais là, on a tout à coup une possibilité de prolonger jusqu'à minuit et de se jeter dans un fossé. Et ça, c'est magnifique. Alors, quand je dis jeter dans un fossé, mes bivouacs sont très confortables, hein. Voilà, il ne faut pas imaginer que je suis un clochard dans la flotte, que je vais me coucher n'importe où. J'ai une gestion du bivouac qui a été optimisée avec les années et c'est très scientifique même. Voilà, mais alors, je dors, mais alors comme un bébé. Et sur mes diagonales, je n'ai jamais de nuit blanche, j'ai toujours mes 5 heures de sommeil assurées quoi qu'il arrive, hein, qu'il pleuve, qu'il fasse froid ou quoi. Ça, c'est parce que j'ai plus de temps pour gérer ma journée. Voilà. Et j'ai pas le stress aussi, bien évidemment, d'une arrivée définie. Le seul stress autorisé serait éventuellement le délai. Donc là, je vais pas me créer des délais dans le délai, ce qui est le cas pour beaucoup de ceux qui vont à l'hôtel. En fait, ils sont déjà en course, ils sont stressés. Le matin, ils pensent déjà à l'hôtel le soir. Et ça, je pense que pour eux, c'est un petit peu dommage parce que ça nuit à la contemplation de la beauté, du bonheur d'une diagonale. Comment, dans ton expérience, t'es passé de je dors à l'hôtel à je teste mon premier bivouac et en fait, le bivouac, c'est ce qu'il y a de mieux. Comment t'as fait cette progression-là? Alors, la progression, ben, c'est un peu l'expérience de la première diagonale aussi, hein, où on était tous à l'hôtel et bien évidemment, comme par hasard, premier jour de diagonale, de la première de mes diagonales, le soir, il n'y a pas d'hôtel. L'hôtel a disparu. On s'est trompé de département. Voilà. Ouais. Donc, nous voilà en train d'escalader des collines après 300 kilomètres voilà, à 5, vous pouvez imaginer, où on engueule le chef. Voilà, ça se passe très mal. Et là, donc, je me suis dit, non, une diagonale, ça se gère autrement, hein. C'est pas sur des histoires d'hôtel ou quoi. Il va falloir que j'utilise le bivouac. Bon, j'étais déjà un adepte du bivouac avant, bien sûr. Voilà, hein. D'accord. J'ai fait du cyclo-camping et ça s'est très vite arrêté. Voilà. Et on parle des diagonales, des diagonalistes. Comment tu peux définir, toi, c'est quoi un diagonaliste? C'est quoi l'esprit du diagonaliste? En quoi c'est différent des autres randonnées, des autres Voilà. Alors, cyclistes? si on le met dans le secteur de l'ultra, parce que c'est de l'ultra, hein, puisqu'il y a quand même tous les jours, grosso modo, on est entre 10 et 15 heures sur le vélo et on fait de la récidive puisque ça continue tous les jours. Donc là, c'est pas du vélo comme Monsieur Tout le Monde, c'est pas un petit brevet de 200 qu'on fait dans la journée. Là, vraiment, ça demande bah, des aptitudes mentales très particulières. Donc, effectivement. Alors, le diagonaliste, dans ce qui est l'ultra aujourd'hui, tel qu'il est défini, hein, moi je mets dans l'ultra ben, tous ceux qui font justement au minimum une quinzaine d'heures par jour de vélo dans une organisation et en récidive. Ben, il y a Paris-Brest-Paris, il y a les Biking Man, il y a les RAF, etc. Il existe beaucoup d'ultra.
La diagonale, c'est très particulier. C'est encore plus particulier. C'est un ultra particulier parce que la personne qui fait des diagonales et surtout qui récidive sur les diagonales et va en faire plusieurs, c'est quelqu'un qui est très discret, effectivement, qui a un désir un petit peu d'être furtif. Voilà, il y a une notion de furtivité. On peut jouer un peu à cache-cache avec des saristes éventuellement. Il n'y a pas de temps à mettre sur la table à l'arrivée. On vit des tas de choses. Son circuit, c'est son circuit. Il n'y a pas de chef. Ben ouais, c'est une liberté totale. C'est quelque chose qui n'est pas très vendeur en plus, hein, c'est paradoxal, parce que aujourd'hui, les jeunes notamment, ils aiment bien avoir un tracker GPS accroché à la jambe, et ils aiment bien être applaudis, et ils aiment bien mettre des temps sur la table. Donc c'est pour ça que on est une secte, hein, la diagonale, c'est voilà, les diagonalistes, ils rentrent dans les ordres un petit peu, dans une forme de secte. Où finalement on se ressemble, on est des animaux un petit peu chasseurs-cueilleurs furtifs euh, et qui vont réaliser. On dit pas on réussit pas, on réalise. Voilà, on réussit une diagonale. On dit pas j'ai fait un temps. Voilà, c'est très particulier et on n'en parle pas forcément. Voilà, on n'en parle pas forcément. Voilà, ce qui nous rend d'ailleurs pas très communicants, et c'est pour ça qu'on n'est pas très bon en communication. Et c'est pour ça que l'amicale des diagonalistes et les diagonalistes sont pas très nombreux, mais ce n'est pas si grave, moi je trouve, puisque c'est très particulier. Voilà. C'est un mélange de quoi? De modestie, de discrétion, de... C'est un peu ça? Ouais, de désir de. C'est paradoxal, mais il y a des diagonales. Alors, déjà, même dans les statuts des diagonales, vous n'avez pas le droit d'être plus de 5 ou 6, hein. Je crois que c'est 6. Mhm. Euh, voilà. Donc ça veut dire soyez le minimum, quoi. C'est un appel au minimum, voilà, au chiffre impair. Et quand on est trois, on est déjà trop, quoi. Voilà. Donc, donc, finalement, il y a énormément de diagonalistes solitaires. C'est vraiment, voilà, c'est une espèce de confrontation intérieure, euh, voilà, sur les belles routes de France, à soi-même, quoi, une confrontation à soi-même, une discussion avec soi-même, voilà, qui se C'est... prolonge. Mhm. Moi, je l'espère après dans des textes, voilà, ça c'est bien. Alors, effectivement, tu dis une confrontation intérieure qui se prolonge. Le récit est obligatoire après une diagonale pour la valider. Ça veut dire quoi pour toi, le récit? Eh ben, les statuts ont bien été pensé par, j'allais dire, ceux qui ont créé toute cette dynamique depuis bientôt 100 ans, hein. C'est que en fait, on doit aussi avoir un retour intérieur sur ce qui s'est passé, voilà, sur un retour solitaire encore par le verbe, j'allais dire, et plutôt l'écrit, sur ce qui s'est passé face à soi-même. Confronté à des difficultés entre guillemets, hein, parce que c'est pas, il n'y a pas mort d'homme, hein, on est d'accord. Voilà, et ça c'est bien, et ça permet de sortir d'une diagonale, de pas violer la diagonale, hein. Moi j'ai vu des gens qui montaient dans les trains à l'arrivée des diagonales, mais avec un effarement, voilà, en regardant leur montre, en se disant c'est le dernier train, etc. Il faut vite, vite, vite sortir de ce truc, c'est qu'ils n'ont pas compris ce qu'était une diagonale. Et d'ailleurs, bon, souvent, ils n'en refont pas une autre, hein. Voilà, ils ne récidivent pas, quoi. Il faut avoir ce temps de digestion, hein. C'est très important pour les diagonales. Et l'écrit, pour moi, est obligatoire. Il devrait même presque y avoir une qualité d'écrit obligatoire. Parce qu'il y en a, ils vous font un post-it aujourd'hui, et éventuellement, ce serait homologué. Moi, le post-it, je le renvoie par la poste, je lui dis non, t'es pas homologué, tu me fais véritablement, tu prends ta plume et tu fais quelque chose. Voilà. Non, on n'écrit pas, voilà, on rend pas aux organisateurs, et c'est arrivé, un compte-rendu de diagonale sur un post-it. Voilà.
C'est qu'on n'a Tu, pas trop compris ce qui s'est passé, en fait. Voilà. Et puis un peu de respect aussi pour les organisateurs qui sont là. Tu vois, le récit, ça aide à savourer entièrement ta diagonale, c'est un peu ça. Ouais, à comprendre même. La réflexion permet de comprendre et dire, tiens, ben, j'étais pas au mieux. Là, il s'est passé ça. Là, j'ai compris quelque chose. Là, c'était magnifique. Pourquoi c'était magnifique là? Là, il y avait du vent. Qu'est-ce que j'ai fait avec le vent? J'ai fait une erreur et on progresse. Hmm. Effectivement, hein, les diagonalistes récidivistes, ben, à la limite, c'est comme de vieux guides, hein. On leur fait pas après, hein. Voilà, c'est le petit crachin du matin ne va pas les faire frémir, hein. On est d'accord. Et ils savent parce que voilà, on dit toujours après la pluie le beau temps. C'est vrai, mais il faut le mesurer ça. Il faut quand même l'écrire à un moment et dire ah ouais, là j'étais un petit peu voilà le moral au fond des chaussettes entre guillemets pour certains. Et puis bah, le soleil s'est levé et ça a été magnifique. Moi, je me souviens d'un bivouac à Bourg-Argental où j'étais à la limite de l'abandon. Là, j'ai compris qu'il fallait que je dorme, en fait, parce que c'est le seul souci dans ce type d'épreuve, c'est le sommeil, la gestion du sommeil. C'est pas l'alimentation. Dès que vous dormez, votre cerveau, il fait un reset électrique qui est magnifique et vous replace en position de tout repart, hein. Je veux dire, c'est une joie indescriptible une fois que vous avez dormi, alors que la veille, vous étiez au fond du trou. Donc ça c'est l'expérience aussi, hein, de savoir qu'il faut dormir quand on va prendre la mauvaise décision. Voilà. Il faut Donc, pas prendre de mauvaises décisions, il faut dire on va dormir. on va Voilà. dormir et après on verra. Et on discute après. Voilà. Et on discute après. Tu as dit que l'important, c'est le sommeil. L'alimentation, c'est pas si important. Comment tu gères, toi, l'alimentation sur de la longue distance? Ben, il est certain que là, alors moi il faut pas discuter sur, euh, sur le fait de se rationner, hein. On est d'accord que là, en termes de calories, il faut aller chercher des joules. Et donc, du matin au soir, le corps demande, il faut lui donner, hein. Donc, il n'y a pas de, j'allais dire, il n'y a même pas de prix. Voilà, il faut rentrer, il faut manger, il faut. Là, j'allais dire, c'est open bar sur l'alimentation, mais je n'ai pas d'alimentation particulière. Voilà, pour l'ultra. L'ultra, bah, c'est une alimentation normale. Voilà, pas trop sucrée, justement. Mhm. C'est une alimentation normale, mais qui est au niveau quantitatif plus importante. Donc Ok. là, on a effectivement le petit déjeuner, on a le midi et on a le fameux goûter des 200 kilomètres vers 16 heures, vers 16-17 heures. Là, il y a le gros goûter qui ressemble à un repas d'ailleurs. Voilà, et puis ça passe, quoi. C'est voilà, toutes les 3-4 heures, ouais. Mais tu t'arrêtes au restaurant à midi ou t'achètes un Ah, sandwich? jamais. Comment tu Ah, gères? jamais. Tu manges sur ton vélo sans t'arrêter? Comment tu Ah fais? non, 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 il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, ça c'est important, et descendre du vélo, faire quelques assouplissements, et puis surtout pas aller dans un restaurant, hein, puisque là, c'est euh, c'est trop compliqué, hein, sur les temps d'attente, sur ce qu'on va manger, etc. Donc là, on dévalise la boulangerie, mais on la dévalise pas à midi et demi, on la dévalise plutôt à 11h30 du matin. Quand il y a personne en fait. Voilà, il faut savoir manger un petit peu avant pour pas faire la queue à la boulangerie. Voilà, ça c'est Donc le, important. le- le chrono tourne quand même tout le temps dans la journée. Fatalement que si on veut avoir 300 kilomètres au compteur le soir, il faut quand même avoir une certaine discipline. On roule pas à 30 à l'heure. Enfin, moi, je roule pas à 30 à l'heure. Voilà. Mais même en roulant à 22-25 à l'heure, il faut quand même toujours avoir en tête que, bon, on sait à peu près à quelle heure on va passer les 200. Moi, j'ai les 100, les 200 et les 300. En gros. Je sais que le 100, en partant à 5 heures du matin, ça va être à 9h30, 10 heures. Et puis après, il y a le 200 avec le repas de midi qui va être plutôt vers 16 heures. Voilà, et puis le 280, 270, c'est plutôt le soir, 19h, 20h. Voilà. Et puis après comme je bivouac, ben, moi je peux aller à 300, 310 si je veux, mais ben, j'y vais pas forcément. Voilà. Voilà. Alors justement, toi, tu bivouaques, ça te donne plus de liberté pour choisir où tu dors. Comment tu vas gérer différemment? Si tu as un vent de face, tu vas t'arrêter un vent. Si tu as un gros vent dans le dos, tu vas aller bien plus loin.
comment tu gères ça, le vent d'ailleurs, peut être un ennemi, un ami? Alors, moi, ce que j'essaie de respecter, c'est quand même le roadbook, hein. Voilà, la feuille de route, il faut essayer de la respecter, surtout si on fait une feuille de route qui arrive au délai. Voilà. Alors là, on ne peut pas se permettre de commencer à avoir du retard. Le retard se récupère jamais, hein, en gros, hein. C'est un peu la règle de base. Il faut toujours tuer le délai chaque jour. C'est-à-dire que si on a dit on est là, il faut être là. Donc le bivouac le permet. Il peut y avoir du vent. Moi, au lieu de m'arrêter à 21 heures, je vais m'arrêter à 23. Le vent, c'est arithmétique aussi. Même si le vent est assez fort, on va perdre 3 km dans l'heure. On ne va pas perdre 10 km heure. On ne va pas rouler à 8 à l'heure. Donc, euh, ben, le soir, on a 2 heures de plus. Voilà. Donc, le bivouac permet justement, voilà, je peux me mettre à minuit au lit et à 5 heures, je suis parti. J'ai dormi 5 heures, ce qui est énorme, ce qui est fantastique en diagonale. Des nuits de 5 heures, c'est la réussite assurée, quoi. Voilà. Donc, Et le voilà. vent dans le dos, de fait, tu Alors, fais le des... vent dans le dos, moi, contrairement à beaucoup, euh, enfin à beaucoup, ceux qui n'auraient pas pris l'hôtel, parce que ceux qui ont pris l'hôtel, pour eux, ben, ils sont coincés, ils sont très malheureux, ils arrivent à l'hôtel à 16 heures ou 17 heures, la mort dans l'âme, hein, en se disant, oh, on n'aurait pas dû réserver. Et ceux qui ben, prennent pas l'hôtel comme moi, ben, moi, paradoxalement, je n'accélère pas quand le vent est dans le dos. Je laisse le vent me reposer. C'est autre chose, c'est-à-dire que c'est une posture où je pédale sans faire le moindre effort. Et comme ça, je vais avoir ben, le reste de ma diagonale. J'ai une journée gratuite en fait. J'ai une journée gratuite, je remercie le vent, mais je ne vais pas plus loin. Je ne cherche pas à accélérer, surtout pas. Alors là, surtout pas accélérer. C'est un piège, hein, pour essayer de faire des kilomètres en plus. Et sur des étapes, voilà. Alors si on a une étape à 280 et puis on se dit, tiens, je vais à kilomètre 340, d'expérience, après, comme on a de l'avance, eh ben, on les perd, les kilomètres d'avance. Voilà, on a tendance à les dépenser. On a gagné au loto. C'est comme si on était rentré au casino, on a gagné quelque chose, et puis allez, on va rejouer et on repère. Donc, je, je n'accélère pas, je me repose. Je remercie le vent de m'avoir reposé. Et la diagonale, au lieu de faire 4 jours, elle ne dure que 3 jours. Ok, Voilà. c'est du temps gratuit et tu vas C'est pas... du temps Voilà, gratuit, c'est du temps voilà. Il gratuit. ne faut Ok. pas avoir une démarche de dire je vais aller plus vite et je vais plus loin. Pas forcément. Voilà. Ok. Quand tu fais des journées à 300 km, donc de 15 heures par jour sur ton vélo, tu utilises des prolongateurs, un capteur cardio, un capteur de puissance, tout ça, ou tu fais ça à la sensation, ou comment tu fais? Voilà, je reste à la sensation, hein. Moi, bon, je suis déjà un peu de la vieille école où on a commencé. Moi, j'ai commencé le vélo, il n'y avait pas les compteurs même, hein. Donc, bon, j'ai un compteur quand même maintenant, on est d'accord. Mais je fais vraiment à la sensation. Ouais, voilà, il n'y a pas besoin d'étudier son rythme cardiaque sur quelque chose qui dure 15 heures. Fatalement, ben, tu vas être à 140, 142 ou 150, 152 ou 130, j'en sais rien. Qu'est-ce qui va changer? Oh, tu vas avoir une cote et tout d'un coup, tu vas dire, oh là, je suis dans le rouge. Mais c'est presque absurde. Sur l'ultra, c'est presque absurde. Pour moi, hein, voilà. Hmm. Après, pour des compétiteurs qui sont en compétition, on est d'accord, hein, voilà. Nous, c'est pas notre rayon, ça, hein. Nous, on est là pour se faire plaisir. C'est une balade, hein, voilà. C'est une balade un peu difficile, un peu particulière, mais on n'a pas besoin du cardio. Donc, je n'ai pas de cardio non plus. Et puis, il n'y a rien d'électrique sur mon vélo. D'ailleurs, même ceux qui font de la compétition maintenant les, les formules modernes là, qui sont déclinées, n'ont pas de dérailleur électrique, ont le minimum d'objets électriques. Voilà. Ben, il y a quand même cet éclairage, hein, où on est un peu coincé pour l'électricité, mais on peut avoir des moyeux qui permettent de générer de l'électricité quand même. Mhm. Mais il faut être très autonome à ce niveau-là. J'ai trop vu de personnes qui ont été en difficulté parce qu'ils n'avaient plus de dérailleur, hein, sur des brevets ou sur Paris-Brest. Sur Paris-Brest. Il y a des Ou- pannes de dérailleur sur Paris-Brest, dérailleur électrique. Voilà, donc c'est pas bon. Alors, tu me fais un bon lien. On va venir à Paris-Brest parce que tu en as fait quand même quatre. Ça, c'est une belle expérience. Et pour finir sur la diagonale,
quand tu fais du long comme ça, et on va différencier Paris-Brest et diagonale, c'est les jambes ou c'est la tête qui commande pour toi? Alors, sur Paris-Brest, et sur les diagonales, pour moi, c'est la tête hein, qui fait tout, hein. Effectivement, il y a énormément de personnes dans le public qui s'initient à ce genre de truc, qui abandonnent alors qu'ils ont des possibilités physiques incroyables. Donc, c'est quasiment que le cerveau qui gère le système, j'allais dire, neurophysiologique. De la Hmm. souffrance et de l'organisation. Après, les muscles, ouais, voilà, il faut avoir quand même quelques aptitudes physiques, hein, on est d'accord, hein, euh, il faut quand même pédaler. Voilà. Ah, avec quand même quelques aptitudes, mais c'est essentiellement mental. C'est Ouais. la tête. C'est ce que tu disais avant d'abandonner, tu dors, le cerveau fait un reset, tu peux repartir après. Mais c'est bizarre, hein, c'est bizarre, alors qu'on pensait que c'était le corps qui Hmm. était mort. Hmm. C'était pas le corps qui était mort, c'était le cerveau. C'est le Ils ont fait cerveau. des tests hein, même en course pédestre sur l'Ultra Trail du Mont Blanc, hein. Les, Mhm. les muscles sont intacts à l'arrivée. C'est le C'est système, dingue. c'est le système neuromusculaire qui a disjoncté. C'est de l'électricité. C'est un problème Ok. électrique, en fait. Ok. La souffrance, c'est un problème électrique. Voilà. Bonne C'est pas un chose. problème musculaire. Les, Hmm. les muscles, ils t'amènent, ils te font faire 1000 kilomètres, 10 000 kilomètres. Il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Il suffit qu'il y ait un peu de sucre, un peu de Mhm. purification. Alors, je suis pas spécialisé en SVT. C'est essentiellement ça. Les grands champions ne gèrent que le mental. Que le mental. Voilà. Et les petits champions ne gèrent que le mental. Ceux qui sont devant, ceux qui sont derrière. Voilà. Oui. Donc, toujours en diagonale, c'est la tête, quoi. Voilà. Hmm. L'abandon est souvent lié à un problème qu'on pourrait disséquer après, a Hmm. posteriori, qui est un problème mental. Mhm. Mhm. Voilà. Alors, justement, Paris-Brest, diagonale, c'est quoi le plus dur? C'est quoi le plus facile? C'est quoi les différences? Ben, Paris-Brest, déjà, c'est une course, hein. On peut dire ce qu'on veut. Et les personnes, même si elles s'en défendent, qui s'inscrivent à Paris-Brest, veulent que ce soit une course. Et c'est pour ça qu'ils vont à Paris-Brest, c'est parce que c'est une course. Ils iront pas forcément sur une diagonale, d'ailleurs, parce que la diagonale n'est pas une course. C'est totalement différent. Paris-Brest-Paris, il y a un temps. C'est comme un marathon. C'est-à-dire que tu vas à Paris-Brest, si à l'arrivée, on te dit, t'as fait Paris-Brest, tout de suite, tu vas donner ton temps. Donc ça montre bien que l'importance, c'est le temps réalisé à Paris-Brest. C'est pas l'aventure Paris-Brest. C'est j'ai mis 87 heures, j'ai mis 72 heures, j'ai mis 50 heures. Ça, voilà. Les gens vont à Paris-Brest pour s'étalonner. C'est un étalonnage, j'allais dire, métrique et temporel. Tandis que la diagonale, non. La diagonale, c'est pas ça. D'abord, on n'a pas le droit de communiquer ses temps. C'est interdit. Voilà. Donc, on est plutôt dans la furtivité, et une aventure personnelle, voilà, qui peut se prolonger par une aventure un peu littéraire sur son compte rendu. Une aventure, voilà, seule ou à deux ou à cinq, pas trop nombreux d'ailleurs, ça, on est d'accord. Et en même temps, il n'y a pas de temps, il y a qu'un délai à gérer. Ce délai est important quand même, hein. Il est important. Si on l'enlève, effectivement, là, on va sortir de l'ultra. Mhm. Mhm. C'est plus pareil. Voilà, hein. Voilà. Le fait d'avoir un ravito tous les 80 kilomètres sur Paris-Brest, c'est quand même un avantage conséquent, ou pas? Euh, alors pour ceux qui sont diagonalistes, c'est pas du tout un avantage ou un désavantage puisque le diagonaliste, lui, il est autonome. Donc il a mangé avant d'arriver au ravito. Donc il a- le ravito, il est là ou il n'est pas là, il en a rien à faire. Voilà. Bon après pour les champions, oui effectivement, eux, ils attendent du monde là, ils sont attendus. Effectivement, ça balise bien leur truc. Mais un diagonaliste presque il irait pas tamponner que ce serait pas grave. Mhm. Voilà. Mais le diagonaliste qui va à Paris-Brest, quand même, il aime bien les sportifs et il s'étalonne comme les autres, hein. Il est faible comme les autres. Il vient pour voir ce qu'il vaut parce que en diagonale, fatalement, il le voit pas trop. Il sait qu'il en a sous la pédale et qu'il peut descendre les temps d'un Brest-Menton, mais il le fait jamais puisque c'est une balade, quoi. Mhm. Voilà, il exploite le délai. Et Mhm. là, sur Paris-Brest,
ben ouais, il va le faire, quoi. Voilà, c'est bien. Il veut Hmm, tu- savoir. Moi, ça me fait plaisir de savoir que je suis capable, en faisant un Paris-Brest, par exemple, de comparer, de me dire, tiens, ben, si j'avais fait une diagonale, j'ai mis quand même un jour de moins. Donc, ça veut dire que j'ai de la réserve pour faire des diagonales. Voilà. C'est un peu ça, quoi. Bon. Et vu que Paris-Brest, on parle de temps, hein, effectivement, ça change tout. C'est quoi ton meilleur temps de Paris-Brest? Ben moi, mon meilleur temps, c'est 71 heures et quelques, je sais Waouh, plus. joli. Voilà, Ok. voilà. Et c'est dans ton objectif Paris-Brest 2027? Non, pas forcément. Là, je vais certainement faire les brevets parce que j'aime bien me rencontrer quelques personnes parce que je suis très solitaire, moi. Donc, de temps en temps, je me sociabilise en faisant des brevets, en fait. Parce que les Mhm. brevets, il y a du monde. Alors, pas sur le 200 parce que c'est une foire d'empoigne. Hein, le 200, c'est n'importe quoi. Il y a n'importe qui. Mais après, le 300, 400, là, il y a moins de clients et là, ça devient intéressant. On voit, il y a un peu des gens intéressants, des druides, etc. Et des druides? Ok. Non, ouais, non, mais voilà, ouais, des personnages, ce que j'appelle des personnages du vélo, quoi, Mhm. qui ont des choses à raconter et tout ça. Là, on les rencontre à partir du 400, 300, 400. Ouais, voilà. Donc, Ok. voilà, je le fais pour ça, mais je fais pas forcément Paris-Brest derrière. J'en ai fait quatre, voilà, bon, ça va. Qu'est-ce que, voilà, Mhm. l'étalonnage a été fait. Voilà. Un bel étalonnage quand même avec 71 heures. Et tu peux dire que tout le monde peut faire un 200 en gros. Ah oui, complètement. Hein, 200, ben, c'est une distance physiologique abordable par 99% de la population pour moi. Ok, qui ne Ah oui, demande oui, pas oui, d'effort. là, ouais. 200, c'est 10 heures de vélo. C'est une grosse journée. Ceux qui font pas de vélo seront un peu fatigués, ça c'est sûr. Voilà, ils peuvent avoir des surprises. Il vaut mieux qu'ils se cachent un peu, mais sinon, ouais, 200, ouais. 200, voilà. Après, recommencer tous les jours 200, là, on rentre dans autre chose. Ah, en fait, c'est la récidive qui est C'est la difficile, c'est récidive ça. qui C'est compte, la hein. récidive. Voilà. Ok. Le 200 ponctuel, c'est pas de l'ultra. 200 récidivé 5-10 jours de suite, Mhm. là, on rentre dans l'ultra. Ouais. Ok, c'est On peut ça qui fait rentrer la dans l'ultra. différence. Ouais, c'est la différence. Parce que là, ça fait appel justement à d'autres qualités, quoi. D'autres qualités d'endurance, voilà. Alors, et il nous reste assez peu de temps avant la fin, encore deux questions. Je vais faire mon Paris-Brest. Comment je fais pour gérer un Paris-Brest sans abandonner à Brest, pour être sûr de faire le retour? Or, souvent, j'ai entendu des cyclistes qui m'ont dit, bah, j'étais cramé, j'ai abandonné. Donc, comment tu arrives à gérer ça? Première question. Moi, je pense qu'il faut, si c'est le premier Paris-Brest, il faut pas se laisser impressionner par tout ce qui se passe, hein, parce que c'est vraiment Paris-Brest, c'est les Jeux Olympiques. Hein. Il y a des gens dans la rue, c'est hyper organisé. On est dans c'est mondial, hein, c'est les Jeux Olympiques. Donc, il faut pas se laisser impressionner et il faut partir quand même, alors prudemment, c'est-à-dire faire attention au départ. Il y a quand même des groupes où on a l'impression qu'on est à la bonne vitesse. On peut être un peu en survitesse sur Paris-Brest jusqu'à Fougères au départ, mais après, il faut se mettre dans ses rythmes perso, hein, à la limite des rythmes de diagonaliste. Voilà, il faut se mettre dans ses rythmes perso et puis essayer de ne pas perdre trop de temps dans les ravitaillements et à discuter, etc. Voilà. Là, on perd énormément de temps dans les ravitaillements. On peut se retrouver à rester 1 heure et demie à parler avec quelqu'un et on s'en rend pas compte parce qu'on est fatigué. Et ça nous fait du bien. Alors que, en fait, il faut partir le plus tôt possible, quoi. Il faut être sur la route. Le corps n'a pas besoin, il ne se repose pas dans un ravitaillement. Le corps ne Hmm. se repose pas, en fait. Voilà, on a l'impression, on est debout, on cherche son vélo, on fait la queue, on se fatigue plus que si on était sur le vélo et on continue à pédaler. Donc moi, j'ai tendance à me ravitailler, pas dans les ravitaillements de Paris-Brest. Voilà, D'accord, hors en dehors. ravitaillement. Voilà, Tu vas juste pour pointer, quoi. voilà. Je Ok. pointe, voilà, c'est ça. Est-ce qu'une diagonale peut être un bon entraînement pour réaliser son Paris-Brest-Paris? Ah, c'est une bonne école, hein, ça c'est certainement, bien sûr, bien sûr. Ça pourrait être l'antichambre un petit peu, ouais, effectivement, de la longue distance pour arriver à Mhm. Paris-Brest. Pour ceux qui ont un petit peu peur, effectivement, là, parce c'est le même format. C'est le même format, mais un peu plus facile. Voilà, Mhm. plus Mhm. facile. Mais bon, Ah, voilà. alors, vu que tu me dis que c'est une bonne école, et on va arriver au terme de ce podcast,
Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui hésite à se lancer dans sa première diagonale? Ah, ben, il faut le faire. C'est quelque chose, voilà, il faut pas hésiter, hein. Là, faut prendre son ordinateur, il faut payer les 7 ou 10 euros. C'est gratuit. C'est gratuit en plus. Voilà. Et on va se retrouver dans un truc merveilleux où on va créer son propre parcours, où ben, finalement, il y a des gens qui vous aiment, qui vont venir vous rejoindre si vous avez envie sur le parcours, les fameux Mhm. saristes. Euh, c'est Hmm. magnifique, hein. Avec une gestion tout à fait personnelle, on va se retrouver à traverser la France, la belle France d'autrefois qu'on traversait, que les représentants de commerce traversaient. Mais maintenant, il n'y a même plus de représentants de commerce, tout se fait par Internet. Mais voilà, il y avait avec ces vieux restaurants, etc. C'est magnifique la France. Et là, c'est une bonne école. Et puis, donc, les délais sont relativement serrés, donc on se met un peu en danger, hein, comme on dit. On va être en danger pendant 4 jours. Et là, c'est la bonne école pour Paris-Brest, effectivement. Et dire, bon, voilà, Paris-Brest, ce sera ça. Et c'est vrai que Hmm. Paris-Brest, c'est un petit peu plus rapide qu'une diagonale, quand même. Mhm. Euh, Quand on arrive sur le délai de 90 heures, on est quand même un peu en dessous des délais d'une diagonale. Mais voilà, bonne école, c'est sûr. Là, il ne faut pas Donc, hésiter. à propos de délai, je fais un peu attention. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, 2026-2027, allez-y sur les diagonales, ça assure quand même Paris-Brest réussi. Aimerais-tu ajouter encore autre chose? Écoute, ben, je te remercie encore une fois de m'écouter, hein. C'est trop d'honneur. Voilà. Eh bien, en tous les cas, merci beaucoup, Bernard, pour avoir partagé ton expérience, hein. Ton retour sera précieux, j'en suis convaincu, à quiconque souhaite se diriger vers une diagonale ou un ultra à vélo. Ben, je te remercie, c'est moi. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste au pluriel arobase gmail.com si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. Je tiens à vous remercier particulièrement pour tous vos commentaires que je reçois et qui m'encouragent à poursuivre cette aventure. Merci beaucoup. Au revoir Bernard. Au revoir.